monarchique, quelque part. Un moment réussi. Pour la démocratie et pour le pluralisme à la télé, non. C'est quand même difficile à concevoir que, à une heure de grande écoute, vous ayez le président de la République qui bénéficie d'une émission qui ressemblait plus à Secret d'Histoire de Stéphane Bern qu'à un interview politique. Et comme dans le même moment, France Télévisions, je pense à l'émission à laquelle était participé Jean-Luc Mélenchon il y a quelque temps, j'allais dire, a un comportement vis-à-vis des leaders de l'opposition qui là est plutôt une boîte à baffe. Le fait, cette espèce de brosse à reluire auquel on a assisté hier est quand même gênant. Enfin, le chef de l'État a pu dérouler sans aucune question gênante. Et j'allais dire, même pour les Français, c'est pas très très bon parce qu'il nous fait des effets d'annonce. On ne saura pas comment il les fait puisqu'il n'a pas été relancé. Bon, c'est un moment de communication qui est très à l'image d'une Ve République de plus en plus monarchique. Il vous dit, je fais ce que j'ai dit. Il promet d'ailleurs qu'il y aura des résultats sur les ordonnances travail dans le quinquennat. Est-ce que vous le reconnaissez au moins d'être en ligne avec ses engagements? Oui, il est en ligne avec ses engagements. Maintenant, je vous rappelle que François Hollande annonçait la baisse du chômage. Oui. Ça n'a pas eu lieu et je ne crois pas que les ordonnances vont provoquer quoi que ce soit. D'ailleurs, le MEDEF l'a dit lui-même. Il a expliqué que ces ordonnances lui allaient très bien. Pour cause, c'est une politique du MEDEF qui est appliquée à la tête de l'État, mais que pour autant, c'est pas ça qui allait créer de l'emploi en France. Vous savez, ce que nous propose aujourd'hui le gouvernement, c'est l'idée qu'il faut donner beaucoup d'argent au capital, il faut déréguler, ça va provoquer les investissements productifs de demain et les emplois d'après-demain. C'est Helmut Schmidt, chancelier allemand, qui disait ça dans les années 70. On a vu l'explosion des profits, pas d'investissement et l'explosion du chômage. Donc c'est une politique qui ne marche pas et je ne vois pas pourquoi elle marcherait mieux en France. Et vous dit quand même, s'il y a des erreurs qui ont été faites, je les corrigerai. Ça, c'est quand même une ouverture. Oui, d'accord. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre que cela? Ça vous a pas convaincu? Non, j'ai pas Il a passé le week-end à Chambord, le chef de l'État, pour fêter Noël en famille, en avance, avec la famille de son épouse Brigitte Macron. Une soirée était organisée au sein du château. Est-ce que c'est une faute, Éric Coquerel? Voilà, ça va être la prochaine épisode de Secret d'Histoire avec à Chambord cette fois-ci. Vous dites ça avec ironie. Bon, manifestement, Emmanuel Macron, il se sent bien, j'allais dire, dans cet aspect très monarchique de la Ve République. Rappelez-vous le Louvre, le jour de son intronisation comme président de la République. Il transforme un peu l'Élysée de la même manière, comme on l'a vu hier soir, une espèce de visite de palais au lieu d'un interview politique. Mais parce qu'on est président, on peut pas aller à Chambord? Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que il y a un symbole. Maintenant, je vais pas non plus en faire une affaire d'État. Je veux dire, il choisit ça, il choisit ses images. Je pense qu'il est Emmanuel Macron, il est quelque part transgressif, mais j'allais dire une transgression qui est celui du monde de l'argent. Voilà, il l'assume, il a de l'argent, il fait partie, j'allais dire, d'une société qui n'est pas celle qui souffre de faim ou qui souffre d'être sans abri tous les jours en France, et il donne à voir un espèce d'image qui ressemble plus à du papier glacé, comme on pouvait voir des grands de ce monde, vous savez, qu'on peut consulter et qu'on peut feuilleter. Bon, voilà, c'est son style. Il est dedans. Moi, évidemment, pour nous qui contestons l'aspect monarchique de la Ve République, qui contestons, j'allais dire, ce lien entre le monde de l'argent et le monde de la politique, c'est évidemment pas ce qui nous satisfait. Mais en tout cas, au moins, ça montre une vraie différence entre lui et nous. C'est peut-être pas plus mal pour la démocratie. Cela dit, ça n'a pas totalement l'air de scandaliser les Français, parce que si on regarde la dernière enquête, IFOP JDD sur la popularité du chef de l'État, qui a été publiée hier, on voit qu'il redevient majoritaire, 52% de satisfaits, plus 6 points par rapport au mois de novembre. C'est même une remontée assez inédite dans l'histoire des présidents de la République. Ça veut rien dire, ça? Non, mais ça n'a aucun rapport avec Chambord, vous en conviendrez. J'en conviens. Non, mais ça est en ligne avec l'image que les Français ont du président. Oui, alors déjà, au niveau des sondages, vous savez, il y a quelques temps, Jean-Luc Mélenchon, tout d'un coup, a eu un décrochage dans les sondages. On a glosé pendant 3 jours, et 3 jours après, les sondages leur montaient. Donc, je n'ai pas des commentaires liés, justement, à ces espèces d'horoscopes qui évoluent au jour le jour. Bon, le fait est, c'est qu'on peut au moins lui reconnaître quelque chose, effectivement. C'est qu'il a une politique, il l'applique comme un bulldozer, c'est-à-dire qu'il avance. Moi, je pense qu'elle est très mauvaise pour le pays. Si on compare avec François Hollande, au moins, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui sait où il va. Moi, je pense qu'il nous emmène dans le mur, mais cette conviction, la force qu'il incarne, etc., ça peut peut-être rassurer une partie des Français. Mais très franchement, dans la rue, par contre, dans les transports en commun, quand j'entends les gens, je ne note pas de satisfaction sur la politique qu'il mène. Le patrimoine des ministres a été dévoilé vendredi soir par la Haute Autorité. On compte une douzaine de millionnaires dans ce gouvernement. La mieux lotie, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Est-ce que c'est un problème qu'elle soit sur la première marche du podium? Ce qui est un problème, c'est la manière dont elle l'a gagné. Je vous rappelle qu'elle a notamment gagné sur des stock options revendus dans une entreprise dont elle savait qu'il
il allait avoir des soucis, et notamment, si je me souviens bien, un plan de licenciement, en tout cas de suppression d'emplois. Donc c'est une manière de gagner de l'argent qui est très liée justement à la spéculation, qui est très liée au monde de la finance. Vous l'accusez d'avoir profité de sa position de DRH chez Danone. Au moment où ça s'est passé, rappelez-vous les faits, c'est-à-dire que manifestement, il y avait, en tant que DRH, il y avait un plan de suppression d'emplois, si je me souviens bien, hein, je ne pensais pas que vous alliez me poser la question aussi précise, mais c'était ça l'esprit, et elle s'est retrouvée avec des stock options qui ont été revendus au bon moment. Elle n'a pas été accusée de pratique illégale. Non, mais dans tous les cas, je veux dire, c'est une façon de gagner de l'argent, c'est-à-dire y compris sur le dos de suppression d'emplois, parce que avec des profits qui remontent paradoxalement quand vous supprimez les emplois, c'est un peu à l'image de ce capitalisme financiarisé qui à mon avis, est problématique, surtout quand vous vous retrouvez comme ministre. Mais au-delà de ça, c'est pas un ministre qui est millionnaire n'est pas forcément un mauvais ministre. Là, ce qui se passe un peu, et c'est un petit peu à l'image de cette majorité d'En Marche, c'est qu'ils sont beaucoup à être millionnaires. Bon. Et beaucoup à être millionnaires, y compris Mme Pénicaud, en ayant gagné finalement l'argent plus sur la question de la spéculation que sur, on va dire, leur qualité de travail. Je voudrais qu'on s'arrête un instant justement sur les cibles de la France insoumise et sur des propos qui ont été prononcés par Jean-Luc Mélenchon hier. Il nous a dit la chose suivante: Monsieur Macron, c'est la classe moyenne supérieure triomphante dont la seule précarité est celle des cours de bourse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un problème avec exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un capitalisme financiarisé qui se développe sans même, j'allais dire, de lien avec le... Mais là, on ne parle pas de millionnaires, on parle de la classe moyenne supérieure. C'est exactement ce que dit la Jean-Luc classe moyenne Mélenchon. supérieure, que ce soit celle à mon chef d'entreprise ou de haut cadre, qui touche de l'argent sur les dividendes, sur la spéculation, etc., c'est à l'image d'un capitalisme financiarisé. Donc je vous rappelle qu'au niveau mondial, il y a toujours plus de différence entre l'économie réelle et l'économie financière, ce qui d'ailleurs nous annonce les prochaines crises de manière évidente. Et ça, ce lien est quasi organique aujourd'hui entre Emmanuel Macron, plusieurs des responsables d'En Marche et cette capitaliste. Donc naturellement, ils défendent les intérêts qui sont les leurs. Voilà, ils ont un intérêt de caste, d'oligarchie. C'est quoi pour vous la classe moyenne supérieure, qu'on ait une idée? Enfin, qu'est-ce qu'on appelle être classe moyenne supérieure en termes de revenus? Écoutez, vous savez que au-dessus de 4 000, 5 000 euros, c'est à peu près, si je me souviens bien, 10% des Français, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous savez que 0,01% des Français, par exemple, ont vu leurs revenus s'accroître de 98% en 30 ans. Voilà, on les a à peu près là. C'est-à-dire qu'il y a 1% des Français aujourd'hui qui ont une fortune qui s'accroît considérablement et 10% qui en profitent beaucoup. Elle doit se situer à peu près par là. C'est-à-dire c'est très très supérieur alors. Oui, c'est très supérieur. Votre travail à vous à l'Assemblée, on a bien vu dans l'hémicycle la place qu'occupait la France insoumise, les démonstrations que vous aviez pu avoir, Alexis Corbière avec son paquet de pâtes pour parler par exemple des 5 euros que représentaient les aides au logement. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu depuis le début de la session? Est-ce que l'opposition France insoumise a apporté quelque chose de concret? D'après ce que nous disent les gens, oui. C'est-à-dire au moins, les gens que nous rencontrons, vous savez, on vit dans la vraie vie, donc on a un retour un petit peu de notre travail. Au moins, une première chose, c'est qu'on essaie de convaincre, on essaie d'argumenter contre les projets, mais aussi, par exemple, avec des propositions. J'ai moi-même été le pilote, en tant que membre de la Commission des finances, d'un contre-budget. Donc on essaye de dire, voilà ce que nous ferions si nous gouvernions le pays. Et je crois que c'est la meilleure manière, quelque part, de s'opposer, de montrer qu'il y a une alternative gouvernementale, crédible à ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, au moins, je crois que c'est passé comme message. Après, dans l'Assemblée, très sincèrement, c'est très compliqué aujourd'hui de faire passer quelques amendements. Je pense qu'on a dû en faire passer moins d'une demi-douzaine depuis le début de la mandature, mais c'est peut-être c'est d'abord et avant tout du fait de la responsabilité d'En Marche, qui, je dois dire, accepte bien peu de choses de l'opposition. L'un des prochains gros dossiers sont les discussions sur l'assurance chômage. Est-ce que vous faites confiance aux syndicats? Je vous pose la question parce que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il avait été déçu par l'absence de front syndical uni sur les ordonnances travail. Est-ce que là, votre espoir est plus grand? Oui, on ne peut être que déçu, mais la responsabilité, elle est d'abord de la part des syndicats qui ne viennent pas se mobiliser à côté de ceux qui le font. On ne met pas tous les syndicats dans le même paquet. On est surtout déçu qu'on n'ait pas réussi tous ensemble, les syndicats, les mouvements politiques, à montrer qu'il y avait une majorité de Français contre les ordonnances, et du coup, elles sont passées. Voilà, ça, c'est un regret. Maintenant, il y a la suite. Effectivement, il y a le chômage, vous l'avez annoncé. Il y a les retraites aussi, qui annoncent un projet de fin de retraite par répartition. C'est ça, la retraite par points. Et là, j'espère que nous parviendrons justement par rapport à des attaques qui sont d'une force inédite, à proposer quelque chose de nouveau. Et ce nouveau,
ce peut être justement le fait d'être tous réunis, syndicats, associations, mais la France mouvements Insoumise politiques. appellera à des manifestations sur ce dossier ou En tout cas, la France Insoumise fera tout pour qu'on arrive justement à montrer que le peuple, dans sa majorité, est opposé à ces projets. Alors, on n'a pas encore les réponses. Est-ce que ça se passe par des grandes marches? Est-ce que ça se passe par des mouvements proches des collectivités locales qui vont beaucoup souffrir des politiques à venir? Mais ça peut être aussi, et là c'est le rôle des syndicats, vous savez, il y a des mouvements en ce moment qui gagnent, après des dizaines de jours de grève. Là, il y avait les salariés de Net qui étaient sous-traitants de la SNCF, qui viennent de gagner, sous-traitants de Vélib. Donc il y a des victoires et à chaque fois, elles se basent sur quoi? Elles se basent sur la grève. Donc après tout, peut-être aussi que les Français vont redécouvrir que la grève est un moyen justement de faire face au projet. Jean-Luc Mélenchon a lancé hier un appel à la jeunesse également pour qu'elle se préoccupe de son futur, a-t-il dit. Il l'espère, il la souhaite. Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas, cette mobilisation ? Parce qu'il y a des conditions objectives pour la jeunesse qui posent un peu les mêmes problèmes que pour les salariés. C'est de plus en plus dur de faire grève quand vous êtes salarié. Et quand vous êtes jeune à l'université, dans des conditions d'études très difficiles du fait des budgets de l'université qui n'ont pas été au rendez-vous depuis 10 ans, que vous travaillez, vous savez que 50% des étudiants travaillent, eh bien, rater une journée de cours aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a une trentaine d'années, quand moi j'étais étudiant, que je me mobilisais. Donc c'est un petit peu ça qui est difficile. Et puis le gouvernement aussi a l'art un petit peu d'emberlificoter les choses. Il nous présente un projet comme un projet technique, alors que c'est un vrai projet de sélection à l'entrée de l'université. Et je dois dire que le temps d'expliquer en quoi ce projet est dangereux, c'est un temps qui nous met qui ne facilite pas la mobilisation. Mais on va essayer, on n'a pas lâché prise et on espère qu'au mois de janvier, on va arriver justement à mobiliser les lycéens et les étudiants. En tout cas, on va tout tenter pour. Le gouvernement prépare un texte sur les questions d'asile et d'immigration, ce sera pour le printemps. L'idée, c'est globalement expulser davantage pour aussi mieux pouvoir accueillir les réfugiés. Pour vous, il faut rien changer à la situation d'aujourd'hui ? Ah si, il faut régler les causes pour lesquelles des réfugiés partent de manière contrainte, risquent leur vie sur la Méditerranée ou maintenant dans les Alpes. Il y a un excellent article de votre confrère Libération ce matin sur ce sujet. Les causes, c'est les guerres, les causes, c'est le libre-échange, des accords de libre-échange, par exemple avec l'Afrique, dans lesquels la France a toute sa responsabilité. Donc il faut agir. Je ne parle même pas des causes climatiques. Et expulser ceux qui sont en situation illégale en France. Non. Vous les expulsez où? Vous les jetez à l'eau? Qu'est-ce que vous faites? Vous les rejetez, comme on le fait actuellement, de l'autre côté d'un col dans les Alpes, au risque de les voir mourir de froid. Donc aujourd'hui, on a 80 000. Vous savez, aujourd'hui, on a 80 000 personnes qui arrivent, qui demandent un droit d'asile. Environ un tiers un peu plus d'un tiers maintenant, l'obtiennent. Peut-être qu'il faut regarder un peu l'élargissement, justement, de ce droit d'asile aux conditions climatiques, économiques. Mais quand je compare, par exemple, le Bangladesh, qui actuellement accueille 800 000 personnes, au niveau de ce qui se passe au niveau des Rohingyas, vous savez, cette minorité musulmane qui est persécutée en Birmanie, je me dis qu'un pays comme le nôtre ou des pays comme en Europe, on a peut-être les moyens d'accueillir dignement quelques dizaines de milliers de personnes. Je vous rappelle qu'on l'a fait pour les boat people, ce qui montre bien que quand on a une volonté politique, on le fait. Bon. Et là, on peut pas continuer à penser qu'on va mettre des barbelés toujours plus haut, que les gens vont crever de froid dans les Alpes ou être noyés en Méditerranée ou qu'on va les rejeter je ne sais où. Donc on a un problème objectif. Ce problème, c'est de régler les causes. Il faut s'y mettre, mais en même temps, il faut accueillir dignement les gens. Je vais vous montrer une photo qui a fait polémique ces dernières heures sur Twitter, postée par le footballeur Antoine Griezmann. Il l'a retirée depuis, il s'en est excusé. On le voyait grimé en basketteur noir pour un déguisement façon années 80. Est-ce que c'est une photo qui en tant que telle est scandaleuse de votre point de vue ou est-ce que c'est une polémique qui est inutile? Bon, il l'a retirée tout de suite, il a reconnu son erreur, donc je note, je prends note et je crois tout à fait honnête là-dessus. Maintenant, c'est vrai aussi que ça peut choquer parce qu'il se trouve que c'est une manière qu'avaient, j'allais dire, les Blancs de se grimer en noir et de s'en moquer aussi, notamment en Amérique pendant plusieurs décennies. Donc ceux qui râlent ont raison. Et Antoine Griezmann a eu raison de l'enlever et je ne le prends pas pour un raciste. Tous les matins sur LCI, on pose une question, la question off, mais devant les caméras. Petit mot, Éric Coquerel. On le sait assez peu, mais vous avez travaillé sur le Vendée Globe avec Isabelle Autissier, avec Michel Desjoyaux. On vient de voir le record de François Gabard. Quand vous voyez ça, est-ce que vous ne vous dites pas j'ai envie d'arrêter la politique et de reprendre ce village, de reprendre le large? Ah non, mais de reprendre le large, je reprendrai un jour le large. Non, je me dis qu'on a fait des progrès énormes en voile. Il faut saluer les architectes, on en parle rarement, Loriot-Prévost notamment, et qu'un jour vous verrez que la marine de commerce reviendra à